Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. En l'espace de un mois, à peine, une trentaine de jours, la France vient à la fois de constater la démission de 2 gouvernements et la condamnation à une peine de prison ferme d'un ancien président de la République. Bien sûr, dans le passé, la France a connu d'autres crises, parfois plus graves que celle-ci, en particulier pendant la guerre d'Algérie, dans la période de 1954 à 1962. Il y a eu des tentatives de putsch, des attentats contre le président de la République. Donc, les situations de crise, ne croyons pas qu'elles soient si rares que cela. Mais c'est clair qu'en ce moment, nous sommes dans une situation de crise grave. Venons-en d'abord au problème de la condamnation d'un ancien président de la République, qui est en fait un problème qui nous conduit à parler des difficultés de rendre la justice en France. Comme ailleurs d'ailleurs, rendre la justice, ce n'est jamais un exercice facile. Et après avoir fait ce constat, nous allons voir comment on pourrait essayer de faire ensemble une meilleure justice. Monsieur Nicolas Sarkozy, donc ancien président de la République, a été condamné à 5 années de prison. Ce qu'il y a de frappant lorsque on regarde le jugement qui a été rendu et dont la presse a rendu compte, c'est que le tribunal confesse, il constate, il avoue qu'il n'a pas trouvé de traces concrètes de corruption, qu'il n'a pas trouvé non plus traces précises de l'utilisation de fonds libyens dans la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Mais la condamnation est tout de même prononcée dans des conditions de respect de la loi. C'est une condamnation qui n'a rien d'illégal. Et le tribunal condamne M. Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs. En réalité, ce que dit le tribunal, c'est qu'il n'a pas trouvé de traces matérielles, mais que de très proches collaborateurs de M. Sarkozy, à ce moment-là ministre de l'Intérieur, ont pris contact avec des dirigeants libyens, dont un a été condamné en France à la prison à perpétuité pour avoir participé à un sabotage d'avion dans lequel il y avait plusieurs dizaines de Français, et que donc cette simple participation des collaborateurs de Nicolas Sarkozy à des entretiens avec M. Mohamed Kadhafi et un de ses collaborateurs justifie la condamnation au titre d'association de malfaiteurs. Jusqu'ici, cela peut tenir la route, parce qu'il y a eu, réuni par le tribunal, un certain nombre d'indices très sérieux et des difficultés d'explication des personnes concernées pour rendre compte de faits curieux. Par exemple, la réservation d'une immense salle de coffre dans une banque parisienne. On n'a pas pu expliquer à quoi pouvait servir cette grande salle de coffre, à part éventuellement le stockage de plusieurs millions, voire de plusieurs dizaines de millions d'euros pour le financement de la campagne présidentielle. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, tout cela peut très bien se comprendre. Ce qui est moins compréhensible et, disons-le, inacceptable, c'est que l'une des grandes traditions, l'un des grands principes de la justice française ait été bafoué. C'est quoi cette tradition? C'est quoi ce grand principe? C'est bien le principe d'un double jugement. Tout le monde sait, et les dirigeants français le savent tout aussi bien que les autres, qu'un premier tribunal, même avec 3 personnes, peut se tromper ou bien peut être orienté par des considérations personnelles. Les hommes et les femmes qui jugent sont des êtres humains.
et qui sont soumis à toutes sortes de risques de ce côté-là. Mais ce principe est un principe important et c'est ce principe qui a été bafoué par le jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel de Paris, puisque ce tribunal correctionnel de Paris a décidé que M. Sarkozy devait absolument aller en prison indépendamment de l'appel qu'il pouvait faire sur sa première condamnation au niveau du tribunal correctionnel. Et c'est là qu'on doit noter un acharnement tout à fait anormal. Nous devons admettre le principe qu'un président de la République, ancien président ou président en exercice, est un citoyen comme tout autre et qu'il doit pouvoir être jugé s'il commet des faits qui méritent de l'être. Mais priver quelqu'un, quel qu'il soit, du double degré de juridiction, c'est ainsi qu'on appelle la possibilité d'aller en appel, priver quelqu'un de cette possibilité-là, c'est faire preuve d'un acharnement tout à fait incompréhensible, ou bien qu'on ne comprend que trop bien quand on sait deux éléments parmi mille autres, à savoir que M. Sarkozy avait eu la grande maladresse, l'outrecuidance de traiter les magistrats de la Cour de cassation de petits pois alignés sur des bancs, et puis, d'autre part, qu'il avait à plusieurs reprises porté à la connaissance de la magistrature, dans la foulée de cette appréciation des jugements qui n'étaient pas très corrects. Et puis le deuxième élément, c'est que la présidente du tribunal correctionnel qui a condamné Nicolas Sarkozy était, il y a plusieurs années, dirigeante d'un syndicat de magistrats et qu'elle avait mené, cette présidente, une action très vigoureuse contre l'ancien président de la République à propos d'une réforme qu'il voulait faire. Donc, il y a ces deux raisons qui peuvent expliquer le comportement de ce tribunal, mais qui ne l'excusent nullement. Ce que je dis et que vous devez savoir, c'est que, autant il est vrai qu'une grande majorité des décisions qui sont prises par les tribunaux français, ce sont des décisions justifiées, qui sont toujours contestables, mais la plupart sont justifiées, mais qu'il arrive, et je sais de quoi je parle, que des magistrats prennent des décisions sur la base de considérations purement personnelles, parfois racistes, et que cela ne peut pas être accepté. Quand je dis que je sais de quoi je parle, je peux vous montrer un livre que j'ai écrit et que chacun d'entre vous peut se procurer, et qui s'appelle « Vos avocats ont déjà beaucoup parlé ». J'ai été à la Martinique poursuivi dans les années 2000 et condamné par un tribunal correctionnel pour des délits que je n'avais pas commis. Dans le livre que j'ai fait, j'ai mis les noms de toutes les personnes qui ont participé à ce méfait, et j'ai notamment mis le nom des magistrats qui ont participé à ce méfait, et je me suis même permis d'envoyer ce livre à la première magistrate, en tout cas à la présidente du tribunal correctionnel qui m'avait condamné, avec ma carte de visite, pour lui montrer comment pouvait être analysée son attitude. J'ai été condamné au tribunal correctionnel, j'ai été condamné par la Cour d'appel, qui a d'ailleurs repris purement et simplement les travaux du tribunal correctionnel. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que lorsqu'on regarde les réquisitions et les arrêts de condamnation, eh bien on reconnaît le style d'avocat appartenant au monde de la banque,
en réalité, ma conviction est claire, l'essentiel des documents utilisés par les magistrats ont été rédigés par les avocats de la partie adverse. Et lorsque j'ai vu que la Cour de cassation, après concertation avec un certain nombre d'avocats, n'avait que 3 ou 4 chances sur 100 de rétablir la vérité, j'ai décidé de faire une grève de la faim pendant 27 jours sur le trottoir du boulevard du Général de Gaulle à Fort-de-France. Et alors que ma condamnation était une condamnation grave, 150 000 € d'amende et 11 millions d'euros de dommages et intérêts à la suite de cette grève de la faim, un accord a été trouvé avec mes adversaires. Mais sachez-le, je me suis trouvé, je vous donne un exemple, au cours de l'audience du tribunal correctionnel. La présidente du tribunal correctionnel me dit « Monsieur, savez-vous que si dans ce dossier de prêt de l'organisme que vous dirigiez, vous aviez pris les garanties normales, les garanties prévues, savez-vous que vous ne seriez pas là aujourd'hui ?» Eh bien, je lui ai mis sous le nez les photocopies des garanties, hypothèques, nantissement de parts de société qui avaient été prises. Cette présidente a simplement décidé d'une suspension de séance. Je ne sais pas à qui elle a téléphoné, je ne le saurai peut-être jamais. Et au bout de 10 minutes ou 15 minutes, elle est revenue et le procès a suivi son cours, l'audience a suivi son cours. Et au bout du compte, après quelques semaines de réflexion apparente, eh bien, la condamnation est tombée telle que je vous l'ai décrite. Je ne veux pas insister davantage sur ce cas parce qu'il m'est personnel, mais quand on parle du comportement de la justice, il vaut mieux savoir de quoi on parle en sachant qu'il y a des juges qui ne respectent pas la loi. Là-dessus, je tiens à rappeler la fameuse harangue de Baudot. Baudot était un magistrat qui, dans les années 1970, a commis un document dans lequel il disait, en 2 mots, je résume, qu'entre la loi et le dossier, il y avait le magistrat et que c'était la volonté du magistrat qui devait s'appliquer. Toujours dans ce dossier que je connais, je peux donner un cas où la jurisprudence viole la loi. Il y a une loi qui décide, et cette loi a été l'objet d'une circulaire d'explication aux magistrats en son temps, c'est une loi qui dit qu'au moment où un magistrat reçoit pour la première fois quelqu'un qu'il compte mettre en examen et ou placer sous contrôle judiciaire, ce magistrat doit expliquer en détail à la personne concernée quels sont les faits qui lui sont reprochés, quels sont les textes du code pénal dont relèvent ces faits et les preuves que la personne a commis les faits qui lui sont reprochés et qui vont donner lieu à une procédure judiciaire. C'est-à-dire que la loi, de manière très sage, avant de faire prendre le démarrage à tout un système de procédure, un système de procès, la loi dit il faut que l'intéressé sache exactement ce qu'on lui reproche et ce qu'il risque dans la procédure qui est entamée contre lui. Et la loi précise que cela doit être mentionné par écrit sur le procès verbal. Eh bien, la Cour de cassation, qui est tout de même l'instance la plus élevée en France en matière de droit pénal, a décidé qu'il suffisait que le juge précise qu'il avait informé la personne intéressée des faits qui lui étaient reprochés et de quel texte relevaient ces faits pour que la loi soit respectée. Cela est faux complètement
la loi dit que tout ça doit être écrit et précisé à la personne. Donc on a un exemple, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de violation de la loi par un tribunal de très haut niveau. Alors il n'est pas acceptable qu'un appareil aussi important que la justice se comporte de cette façon. Alors, quand on dit ça, on se dit, mais la condamnation de la justice paraît bien forte. Et je veux tout de suite apporter, je dirais, une certaine modération à ce que je dis, parce que les magistrats ne sont pas totalement responsables de ce qu'ils font et d'un certain mécontentement qu'ils manifestent vis-à-vis de leurs justiciables, pourtant qui n'y sont pour rien. Je veux dire d'abord que, et cela ne dépend pas des magistrats mais des politiques, les magistrats français ne disposent pas des moyens dont ils auraient besoin pour rendre la justice. Il y a en France aujourd'hui à peu près 10 000 magistrats, je ne compte pas les fonctionnaires du greffe, il y a environ 10 000 magistrats, et ces magistrats ne sont pas suffisamment nombreux. Il en faudrait au moins 2 fois plus. Dans les pays de population comparable, eh bien, il y a 2 fois plus de magistrats qu'en France. Donc, il y aurait 2 fois plus de magistrats en France qui feraient probablement un bien meilleur travail. Le budget affecté à la magistrature, c'est-à-dire aux magistrats et aux prisons, est un budget qui est de l'ordre de 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, sur un total de dépenses du budget de l'État qui est de 500 milliards. C'est un chiffre qui est tout à fait insuffisant et qui d'ailleurs est en correspondance avec l'insuffisance du nombre de magistrats. Il faudrait un budget de la magistrature qui soit au moins 2 ou 3 fois plus important que celui qu'il est. Et quand on compare le budget de la justice en général au budget des autres pays membres de l'OCDE, eh bien, la France consacre à la chaîne de la sécurité, c'est-à-dire magistrature, police et gendarmerie, consacre donc à cette chaîne de la sécurité au moins 2 fois moins, plutôt 3 fois moins de budget que les autres pays de l'OCDE. Il y a donc là un problème et qui ne dépend pas des magistrats. Un certain nombre de politiques au pouvoir depuis les années 1980 ont volontairement privé la justice des moyens dont elle avait besoin pour faire régner l'ordre. Et ces politiques sont assez partisans, on le voit encore aujourd'hui, de semer le maximum de désordre dans le pays. Il y a aussi cette politisation d'un certain nombre de magistrats. Il y a des magistrats qui estiment que la prison ne doit pas exister. Il y a des magistrats qui estiment que les frontières ne doivent pas exister. Tout cela ne peut pas conduire à une bonne manifestation, un bon rendu de la justice dans un pays. Alors, comment faire ? Puisque c'est notre interrogation permanente, comment faire, mais pas seulement une interrogation, nous nous sommes donnés comme mission de proposer un certain nombre de solutions. D'abord, eh bien, ça résulte de l'analyse que je viens de vous proposer. S'il y a des problèmes d'effectifs, il faut naturellement des moyens en augmentant le nombre de magistrats, le nombre de fonctionnaires du greffe, le nombre de policiers, le nombre de gendarmes. Chacun d'entre nous connaît des cas où des malfaiteurs arrêtés par des policiers qui ne sont pas calfeutrés dans la sécurité de leur bureau, ou bien par des gendarmes qui risquent leur vie tous les jours pour votre liberté, pour votre sécurité. Chacun connaît le cas de ces malfaiteurs qui, sitôt arrêtés, sont relâchés par les magistrats en charge du dossier pour toutes sortes de raisons.
il y a là quelque chose de tout à fait anormal. Donc, il faut augmenter les effectifs et il faut que l'idéologie d'un certain nombre de magistrats, notamment ceux du syndicat de la magistrature, ne les conduise pas à libérer immédiatement un certain nombre de malfaiteurs, même des jeunes malfaiteurs. Il y a un problème de rémunération aussi. Un jeune magistrat commence à 2000, 2500 euros dans l'Hexagone. Ce n'est pas suffisant pour attirer les meilleurs profils. Un fait en passant, de plus en plus de magistrats sont des femmes, qui ne sont pas de moins bonne qualité que les hommes, mais la magistrature est de plus en plus considérée en France comme un métier de complément par rapport aux revenus que rapporterait le métier exercé par le mari. Il y a là le signe d'une déconsidération malheureuse de la magistrature. S'agissant du recrutement des magistrats, un jeune homme ou une jeune femme passe un concours et puis réussit à ce concours. D'ailleurs, on est un peu plus indulgent pour les garçons que pour les filles parce qu'il manque d'hommes dans la magistrature, justement. Et puis, au bout d'une scolarité, de quelques stages, se retrouve à 23 ou 24 ans ou 25 ans, comme juge d'instruction, comme juge d'application des peines, comme juge aux affaires familiales, à prendre tous les jours des décisions qui conditionnent le reste de la vie de familles entières d'individus, d'hommes ou de femmes et d'enfants. Est-ce qu'on a à 24 ou 25 ans la maturité nécessaire pour prendre ces décisions-là? Je pose la question. Mais vous comprenez que si je la pose, c'est que je partage la réponse que vous avez vous-même. Et puis la diversité des recrutements. Alors il y a déjà un élément de diversité dans la magistrature française, à savoir que les juges ne sont pas seulement issus de l'École nationale de la magistrature qui est à Bordeaux. Les juges sont aussi issus d'autres professions. Vous avez d'autres professions, par exemple d'anciens avocats ou d'anciens banquiers ou d'anciens juristes d'affaires qui peuvent, sur la base d'entretien, évidemment de curriculum vitae, mais aussi d'entretien, passer avec des magistrats ayant une certaine expérience, rejoindre la magistrature. Et dans certains pays, l'essentiel du corps de la magistrature est constitué d'anciens avocats. Eh bien, il faut donner davantage de place à cette catégorie-là de recrutement. Au niveau des méthodes, la durée des plaidoiries doit être un peu mieux limitée, de même que les confrontations doivent être plus répandues. Un juge ou deux juges un peu avisés peuvent, en faisant venir devant eux les deux parties, en les confrontant pendant ne serait-ce qu'une heure ou deux, eh bien constater qu'il y a l'une des parties qui ne dit pas tout à fait la vérité, et donc aller dans ces conditions-là dans un règlement beaucoup plus rapide d'un certain nombre de dossiers qui sont présentés par les parties. Un autre élément de méthode que j'ai eu l'occasion de vivre personnellement, lorsque dans un dossier, un juge constate que l'une des parties produit un faux, même si la loi prévoit que quand on est dans une procédure, on a le droit de ne pas dire la vérité. Mais quand une des parties produit manifestement un faux, eh bien dans beaucoup de pays, ce seul faux suffit à arrêter la procédure. En France, le constat de ce faux, de la production de ce faux, ne suffit pas à arrêter la procédure. Alors, quand on accumule comme ça l'acceptation de trop d'anomalies, on est fatalement un peu surchargé, surtout si les effectifs en soi ne sont pas suffisants. Donc, il y a des réformes de ce genre à faire sur lesquelles il y a lieu de réfléchir pour que la France puisse avoir à sa disposition une justice un peu plus juste. Et la justice est un secteur extrêmement important de notre vie. Quand
on n'est pas en guerre, quelle est l'instance qui garantit notre liberté, qui garantit notre sécurité? C'est bien la magistrature. Quand on est en guerre, c'est l'armée, mais quand on n'est pas en guerre, c'est la magistrature. Le budget consacré à l'armée, à la défense nationale en France, est de l'ordre de 45 milliards d'euros. Et je répète, le budget consacré à la justice est de l'ordre de 12 milliards d'euros. Or, la guerre est quelque chose de plus exceptionnel que la vie en société, que doit garantir par de bonnes décisions la magistrature. Donc, il y a lieu, et là, ce ne sont pas les juges qui sont responsables, il y a lieu que les politiques se penchent sur ce problème. Et la dernière réflexion, sur laquelle vous me permettrez de terminer, c'est que s'il est assez facile de connaître et de constater les anomalies de certaines décisions judiciaires, on est moins facilement conscient des conséquences d'un certain nombre de décisions des politiques. D'abord, quand les politiques prennent la décision de ne pas donner à la magistrature les moyens dont elle a besoin, ce sont les politiques qui sont responsables, ce ne sont pas les magistrats. Et quand les politiques qui sont chargés, je prends un exemple très simple, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chômage, c'est l'article 5 du préambule de la Constitution. Quand les politiques violent cet article 5 du préambule de la Constitution et laissent le chômage se créer, se développer et mettre en situation d'inutilité sociale apparente des millions et des millions de Français, notamment des milliers de jeunes Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais, est-ce que les dégâts ne sont pas encore beaucoup plus graves que les dégâts que font les magistrats? Alors il est facile de dire « Ah oui, les magistrats ceci, les magistrats cela », mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire que malgré leurs erreurs, les magistrats se penchent davantage sur les comportements d'un certain nombre de politiques qui tiennent beaucoup à leurs fonctions et qui s'arrangent pour qu'ils les gardent avec tous les avantages qui vont avec, et donc avec un certain nombre d'errements qui sont le fait de ceux dont ils ont la responsabilité, notamment la magistrature. Je rappelle que c'est le président de la République qui est responsable du bon comportement, du bon fonctionnement de l'État et de ce bon fonctionnement de l'État, du bon fonctionnement de la magistrature. Alors, bien sûr, on posera le problème de la responsabilité des magistrats. Et cela est un vrai problème assez sérieux pour que nous ayons l'occasion d'y revenir une prochaine fois, parce que c'est vrai que malgré de très, très claires erreurs, eh bien, on ne voit pas comment sont sanctionnés les magistrats qui commettent clairement les erreurs en question. C'est un autre débat, nous y reviendrons. Merci de votre écoute et à un autre soleil.